Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu écrit et audio freelance et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast qui valorise la prise de risque et la sortie de zone de confort. Chaque semaine, retrouvez un ou une invitée qui a un jour osé. Qu'il soit artiste, entrepreneur, blogueur, sportif, l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel, leur trajectoire et leurs secrets. Si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Inès Duhard, influenceuse, créatrice de sa propre agence en marketing digital, de la marque de vêtements Haut à Nuit et professeure en école de commerce. Avec Inès, véritable girl boss à l'univers positif et ensoleillé, nous avons parlé de toutes ces sorties de zone de confort. 3 leçons à retenir de cet épisode. Être dans l'action plutôt que dans la trop longue réflexion. Rester soi-même et travailler à fond son personal branding. Redéfinir son équilibre pro-perso quand c'est nécessaire. Entre conseils et good vibes, cet épisode vous donnera envie de vous dépasser pour mettre en place le projet de vos rêves. Hello Inès. Bonjour Laura. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast L'Aléa. Je vais commencer tout de suite avec une citation. Sur ton compte Instagram, tu partages une photo le 13 juillet 2018 avec comme légende « Le risque est beau ». Tout donner, rencontrer des échecs, relever la tête, espérer de tout son cœur que ça va marcher, penser jour et nuit à Haut à Nuit Shop et être la plus heureuse du monde avec toutes vos attentions. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette phrase, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors en fait, ça date du lancement de ma marque Haut à Nuit. Donc je l'ai officiellement lancé le 24 mars 2019. C'est là où le jour où j'ai lancé le site internet. Mais bien sûr, comme tout le monde le sait, lancer une marque, ça prend du temps. Donc 1 an avant, j'avais en fait décidé de créer la marque et commencer à faire une communication transparente en expliquant sur les réseaux les étapes de mon projet, l'entrepreneuriat. Et puis ça m'a donné beaucoup de force en fait de le partager avec ma communauté qui a été évidemment les premières clientes. Donc c'est vrai que c'était une phrase un petit peu significative de mon mood du moment où en gros j'étais archi motivée pour créer ma marque Haut à Nuit et j'allais tout donner. Justement, on va y revenir un peu plus loin dans l'interview. Mais d'abord, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, je suis un petit peu une multicasquette, c'est-à-dire que j'ai plein de métiers différents, mais qui sont tous complémentaires. Donc, à la base, j'ai fait un master de communication, spécialisation digitale. Donc, en fait, c'est mon vrai métier. J'ai une société de stratégie digitale où je vais faire des accompagnements pour des marques, comme par exemple Pretty Wire ou la marque de thé de Caroline Receveur Wonder Tea. Je vais donner des formations aussi pour des entreprises, pour de la stratégie digitale ou du marketing d'influence. Et je suis prof en école de commerce pour les bachelors et les masters, donc je donne des cours de stratégie digitale. Ça, c'est vraiment mon premier métier, puisqu'en gros, j'ai fait des études dedans, j'ai eu des expériences professionnelles dedans, etc. Et indirectement, à côté, j'ai eu la chance de faire du mannequinat. Je sais qu'on va y revenir plus tard dans le podcast, vu que j'ai la chance d'être grande et de faire 1m80.
Donc je partageais un petit peu mes aventures comme ça a toujours été à côté. Et puis en gros ça m'a amené à faire de jolies aventures et à créer mon blog pour partager un petit peu mes expériences, mon blog qui s'appelle destinationlosangeles.fr, et indirectement la communauté du blog est venue sur Instagram. Donc c'est comme ça que maintenant on utilise le terme de influenceur, bon, que je suis jamais trop fan bien sûr parce que ça met tout le monde dans le même panier, mais en gros on peut dire un peu blogueuse où je partage mes voyages, mes coups de cœur, mes bonnes adresses. Donc voilà, actuellement en fait je fais un petit peu tout ça, et de par mes voyages et mes expériences professionnelles, j'avais toutes les clés en main pour créer une marque de vêtements, puisque j'avais les inspirations de Los Angeles, Californie, Bohème, skate, surf qui me parlent et qui font partie de mon quotidien. Je connaissais des photographes, des mannequins, donc plein de monde dans le domaine de la mode, et ça m'a donné l'envie du coup de créer ma marque qui s'appelle Oanui. C'est un nom polynésien, je voulais un nom qui fasse voyager. Ça signifie celui qui porte la vie en lui. Et ça fait donc 2 ans maintenant que j'ai ma petite marque de vêtements et accessoires Oanui. Hyper cool tout ça. Et avant de revenir sur toutes ces expériences, j'ai envie de connaître la petite fille Inès. Est-ce que tu te rappelles du genre de petite fille que tu étais et quels étaient tes rêves à ce moment-là ? Alors j'avoue que je suis un petit peu insupportable, mais j'ai toujours été un petit peu, on va dire, la petite fille modèle entre guillemets, c'est-à-dire j'avais pas forcément d'excellentes notes, mais on va dire que j'étais toujours celle qui était dans le droit chemin, qui avait des bons commentaires, qui papotait, qui était un peu joyeuse. Je sais qu'apparemment j'avais toujours le smile et tout ça. Et dès petite fille, j'étais un petit peu hyperactive puisque j'ai voulu faire différents métiers. Je suis passée par fleuriste, comme journaliste sportive vu que j'adore le sport. Puis je voulais travailler dans le tourisme, dans l'événementiel. Voilà, et je pense qu'on a pu discerner un petit peu dès mon plus jeune âge que j'étais un peu hyperactive et que j'aimais bien bouger partout. Et est-ce que tes parents étaient entrepreneurs ? Est-ce que tu as été baignée dans une famille d'entrepreneurs ou pas du tout ? Alors, ce qui est drôle, c'est que pour le côté personnel, j'ai 2 parents qui sont totalement différents. J'ai ma maman qui a toujours choisi en fait plutôt le confort d'une vie stable, on va dire un métier passion plutôt qu'une grande carrière qui soit très très bien rémunérée. Elle s'est arrêtée 10 ans pour travailler, 10 ans pour nous élever, du coup, donc elle a pas entre guillemets fait une immense carrière. Elle travaille dans un office du tourisme, donc c'est vraiment un métier passion stable, CDI, où elle adore justement ce qu'elle fait, mais bien sûr ce n'est pas hyper rémunérateur. Et après j'ai eu un père, rien à voir, qui était dans l'immobilier, mais qui a lancé effectivement son entreprise et qui a commencé à m'emmener lorsque j'avais 16-17 ans avec lui dans des clubs business et des apéros after work professionnels. Je me souviens qu'il me donnait des conseils en me disant tu peux tout à fait te faire des cartes de visite en mettant étudiante dessus et tout ça. Donc c'est vrai que je l'ai toujours observé avec un petit regard un petit peu envieur, donc voilà. Ouais, donc quand même, ça te vient bien de quelque part. Comment tu as choisi ton orientation, du coup, en grandissant ? Est-ce que c'était un choix, plutôt, ou est-ce que finalement, tu t'es un peu laissé porter ? Alors, je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, des évidences dans notre travail. Donc, en fait, au tout début, je voulais vraiment être journaliste sportive. Je me souviens avoir fait des journées portes ouvertes d'école de journalisme, où en fait, on m'avait un petit peu sapé le moral en me disant que c'était hyper bouché, qu'il y avait beaucoup de demandes pour pas assez de travail. Donc je me souviens qu'à 17 ans, j'étais un petit peu triste de tout ça, quoi. Alors je me suis dit j'habite sur la Côte d'Azur, j'habite à Cannes. Qu'est-ce qui me plairait comme métier et qui pourrait entre guillemets ne pas connaître la crise. Je me souviens vraiment avoir eu cette réflexion et c'était triste, mais c'est vrai qu'on m'avait fait tellement peur avec le journalisme. Et en fait, vu que ma mère est issue du tourisme et que il y a beaucoup de tourisme sur la Côte d'Azur, j'ai dit allez, le tourisme et l'événementiel, ça me plaît bien. C'est comme ça que j'ai fait un BTS événementiel qui actuellement en gros n'existe plus parce qu'à l'époque il y avait 2 BTS tourisme, un on va dire tourisme, on va dire voyage, et l'autre tourisme événementiel. Et de nos jours les 2 ont fusionné en un seul BTS tourisme. Mais moi j'ai vraiment fait un BTS événementiel et ensuite je m'étais arrêtée là parce que j'étais hyper excitée, je voulais vraiment travailler, donc le côté vraiment hyper actif. Et j'ai été organisatrice de mariage, chef de projet événementiel pendant 1 an et demi. Et en gros, au niveau de mon orientation, c'est pendant cette expérience professionnelle-là où la chef d'entreprise m'a dit est-ce que tu peux créer un blog pour l'entreprise où on va parler d'articles de mariage ? Est-ce que tu peux m'aider à faire les réseaux sociaux de l'entreprise ? Et honnêtement, ça date de
je dirais 2012, 2013 de mémoire. Et c'était vraiment, on va dire, un peu les débuts quand même des réseaux sociaux en France. 2012 de mémoire, c'est l'arrivée exacte d'Instagram. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça me plaît trop les réseaux sociaux, le blog, la communication. Donc je vais reprendre mes études là-dedans. Et à l'époque, j'ai vraiment eu du mal à trouver des écoles de commerce qui proposaient ça. Maintenant, il y en a énormément et il y a tout le monde, tous les jeunes qui veulent travailler dans la communication et le community management. Et à l'époque, j'ai trouvé une école, donc j'ai fait ma licence et le master communication et j'ai vraiment pris en licence option spécialisation digitale et conception de blog et ensuite option marketing du luxe. Et j'ai eu la chance de les faire en alternance, donc en fait j'ai tout de suite mis un pied dans l'entreprise et ça m'a fait en fait énormément d'expérience. Donc aujourd'hui j'ai que 29 ans mais j'ai l'impression des fois d'avoir 15 ans d'expérience derrière moi. Ouais, c'est super bien d'être en alternance. Je le recommande aussi pas mal autour de moi. Donc, tu as ouvert ton blog dans le cadre de ton expatriation à Los Angeles. C'est d'ailleurs là-bas que tu as découvert le mannequinat. Est-ce que tu peux me raconter cette expérience qui est finalement ta première grosse sortie de zone de confort ? Alors, en toute transparence, c'est vrai que c'était pas non plus ma première zone de sortie de confort et c'était pas la première fois que je faisais du mannequinat. En gros, moi, je fais du mannequinat depuis que j'ai 15 ans. En France, j'avais même le tampon absentéiste au lycée, etc., malgré les nombreux contrats de travail. Mais c'est vrai que quand vous êtes mannequin, que vous avez entre 16 et 20 ans, c'est là où vous cartonnez le plus. Donc, j'avais énormément de contrats déjà en France. J'étais entre Paris et Cannes. J'avais fait le concours élite à l'époque. J'avais été à Paris. Donc, j'avais quand même pas mal d'opportunités en fait en France. Et j'ai profité de l'occasion que mon ex-compagnon, tout simplement, était français-américain. Il avait la double nationalité et il avait beaucoup de famille à Los Angeles et à San Francisco. Donc j'ai pu en fait partir avec lui 3 mois en gros le maximum avec mon petit visa touriste pour essayer en fait de parcourir un petit peu les États-Unis, essayer de faire mon petit bonhomme de chemin en tant que mannequin. Donc c'était très enrichissant, mais c'est vrai que bien sûr je n'avais rien de très spécifique pour pouvoir sponsoriser un visa de travail. On va avoir tendance à vous sponsoriser un visa si vous êtes quelqu'un entre guillemets d'exceptionnel. Donc soit dans le mannequinat, on va dire une belle rousse, une fille un peu avec un profil atypique. Donc moi j'avais le profil classique de la californienne blonde aux cheveux longs, donc ils en avaient à l'appel. Donc voilà, après c'était quand même une expérience incroyable et c'est vrai que je ne dirais pas que c'était ma première vraie sortie de zone de confort parce que pour moi ça a été clairement de reprendre les études en fait quand j'ai fait un BTS puis qu'après j'étais dans la vie active pendant 1 an et demi en tant que wedding planner, décider de reprendre les études et de quitter un CDI, c'était la première fois que je quittais un CDI, ensuite j'en ai quitté un deuxième. De quitter un CDI pour reprendre les études en communication. Je me souviens qu'à l'époque, ça faisait peur à tout le monde. Ma mère, justement, qui a ce profil un petit peu tranquille, me disait « Mais t'es sûre, de nos jours, c'est dur d'avoir un CDI ?» Puis je lui disais « Mais tu serais pas fière de moi si j'ai un master, si je prends un autre virage dans ma carrière ?» Donc ça a été ma première vraie sortie de zone de confort, de décider de reprendre les études pour faire quelque chose qui me plaît. Est-ce que ce fait de requitter ton CDI et de te lancer en freelance, ça a été un déclic ou plutôt un long cheminement? Alors, donc en fait, quand je suis entrée de Los Angeles, effectivement, j'ai intégré en CDI une agence de communication où je suis restée quand même 3 ans. Donc, j'ai quand même fait mon petit bonhomme de chemin. Je l'ai pas non plus quitté très, très rapidement, tu vois. Et en fait, j'ai jamais non plus commencé ma carrière en disant moi je veux absolument créer mon entreprise un jour. Et c'est vrai que là je mets l'accent là-dessus volontairement parce que vu que je suis prof en école de commerce, je rencontre beaucoup de jeunes étudiants qui vont souvent me demander des conseils sur l'entrepreneuriat en me disant moi c'est sûr je veux créer mon entreprise, et j'essaie de leur mettre dans le droit chemin en disant d'abord fais-toi de l'expérience professionnelle, intègre différentes structures et puis c'est bien de vouloir être entrepreneur, mais il faut surtout se découvrir entre guillemets un métier passion, parce que quand on est entrepreneur, bien sûr, on respire jour et nuit son entreprise. Et en fait, j'ai vraiment décidé de créer mon entreprise qu'une fois que j'avais de la sécurité, que j'avais déjà signé des devis et que j'avais déjà des premiers clients. Donc, grâce en gros à l'identité numérique que j'avais essayé de me construire grâce à mon blog, au final, j'ai toujours un peu travaillé mon personal branding. Et les gens savaient entre guillemets qui était Inès Duhart dans mon cercle, bien sûr, au niveau du travail et surtout sur la région, bien sûr, PACA. Grâce à mon blog, mes expériences professionnelles, mon expérience de vie.
Et ben en fait j'ai des clients qui sont venus me démarcher en me disant mais Inès, quand est-ce que tu te mets à ton compte, etc. Et la décision a été mûrement réfléchie, hein. J'ai pas non plus du jour au lendemain sauté sur l'occasion, et j'ai attendu qu'il y ait eu aussi, que j'ai signé aussi des vrais devis, des vrais contrats pour commencer et me mettre à mon compte. Et j'ai aussi joué le côté sécurité, c'est-à-dire que j'ai proposé à mon agence de communication, plutôt que de totalement les quitter en fait, de continuer avec eux mais en tant que client. Donc en gros mon employeur est devenu mon client, et ça m'a permis en fait de commencer mon entreprise avec déjà 3 clients en étant sûre, et de ne jamais galérer avec mon expérience comme ça en essayant de chercher des clients, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est ta stratégie digitale en fait pour trouver tes clients ? Je vais être hyper honnête là-dessus. C'est ce que j'essaye d'apprendre aussi du coup à mes élèves. Je n'ai jamais eu à chercher des clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai travaillé énormément avant mon identité numérique, mon blog, mon parcours professionnel. J'ai été intervenante sur des conférences. Je me souviens, j'avais 22 ans et je donnais des conférences devant des masters à la fac qui étaient plus âgés que moi. En fait, c'est vrai que j'ai toujours fait partie d'afterwork professionnel, de club business. Je suis co-organisatrice du You Can Tweet à Cannes, qui est une conférence justement où on accueille des intervenants sur la communication et l'événementiel. Donc j'ai toujours été très très présente dans le tissu professionnel pour essayer de me faire un nom, tout simplement, d'avoir une valeur ajoutée. Et en gros, grâce aussi à mon univers que je vais communiquer sur mon compte Instagram ou mon blog, qui est volontairement différenciant, c'est-à-dire autour de mes passions, donc du voyage, du côté summer, reggae, surf, etc. Eh bien, j'ai toujours en fait eu des marques qui sont venues vers moi en disant j'adore ce que tu fais pour tes réseaux et ton blog, est-ce que tu peux faire la même chose? Donc de la stratégie digitale, de la stratégie de marketing d'influence, etc. Donc en fait, je n'ai aucune entre guillemets réellement stratégie digitale, c'est-à-dire que moi je ne cherche aucun client, ils sont tous venus à moi et je touche du bois bien sûr pour ça, et tous les jours je refuse des clients ou je les redirige vers des consoeurs qui font la même chose que moi, parce que bien sûr je ne peux pas accepter tout le monde. Donc en fait ma stratégie digitale c'est simplement de développer mon personal branding à côté, pour que les gens en fait ils aient pas simplement envie d'avoir une community manager ou besoin de travailler avec quelqu'un pour améliorer leurs réseaux sociaux, c'est simplement qu'ils aient envie de travailler avec moi, Inès. Ouais, donc tu conseilles vraiment d'être 100% authentique et en accord avec tes valeurs pour après attirer les clients qui te ressemblent, quoi. Il y en a beaucoup, c'est vrai, même qui m'écoutent, qui ont pas mal de peur lorsqu'ils doivent changer de vie. Notamment, donc j'en ai aussi beaucoup qui souhaitent passer de salarié à freelance. Est-ce que tu as des conseils, toi, pour réussir à gérer ce passage de finalement d'être entouré dans une entreprise à la solitude de l'entrepreneuse, qui peut être parfois vraiment le cas? Alors déjà, le but est de ne pas être tout le temps seul, c'est-à-dire qu'au début, c'est important de bien vous faire accompagner. Ça peut être par un expert comptable qui va vous conseiller aussi quel est le meilleur statut pour commencer. Moi, j'ai été auto-entrepreneur, puis entreprise individuelle, puis maintenant j'ai vraiment ma société, je suis en SARL. Donc ça déjà c'est la première étape, de demander des conseils aussi à des entrepreneurs autour de vous qui vont peut-être vous partager un petit peu leur parcours, également de ne pas commencer seul non plus en galère, c'est-à-dire de commencer sous les meilleurs auspices avec déjà des contrats et des clients signés qui vont en gros vous permettre de tout de suite mettre un pied dans le bain, quoi. Et puis d'être dans des espaces de coworking où vous ne serez pas forcément tout seul derrière votre bureau, de vous faire une organisation de travail aussi, de prendre un petit peu tous les éléments positifs où vous êtes passé dans les entreprises. Ça peut être des systèmes de facturation, des outils d'organisation, du management, et puis vous dire voilà, moi le jour où je crée mon entreprise, je ferai comme ça. Moi, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours surprises en me disant waouh, mais tu classes tes emails, waouh, mais tu travailles avec 3 disques durs, waouh, mais t'as 5 boîtes mail. Bah ouais, mais au moins tout est vraiment organisé en fonction de mes différents métiers, sinon je serais si j'étais pas aussi organisée, ça serait vite le bazar. Donc voilà, c'est des petits conseils comme ça tout simplement. Et puis j'avais écrit d'ailleurs un article sur mon blog pour savoir comment savoir si en fait on a l'âme d'un entrepreneur. Moi, pour moi, c'est quand ça fait partie de vous. Quand je vois beaucoup de personnes qui se posent mille et une questions, en se disant ah ouais, mais j'ai trop envie de créer mon entreprise, mais je sais pas dans quoi. Voilà, déjà pour moi c'est un problème. C'est-à-dire que quand on a envie de créer son entreprise, ça devient une évidence, c'est une passion, c'est quelque chose dans lequel vous êtes censé être bon, où on va vous demander des conseils qui vous animent jour et nuit. Donc en fait, il faut pas créer quelque chose parce que c'est à la mode ou que c'est cool. Non, vraiment, il faut créer quelque chose parce que ça nous plaît, qu'on est bon là-dedans et que c'est notre passion. Voilà, donc ça c'est mes petits conseils. Aujourd'hui, tu es également professeur en école de commerce, malgré, quand même, faut le dire,
ton jeune âge pour être professeur. Pourquoi cette envie finalement? Alors ça a été quand même un concours de circonstances, hein. C'est vrai que moi je me sentais pas légitime forcément d'être tout de suite prof à 29 ans. Bon, j'aurai 30 ans cette année. Mais en fait, c'est mon ancienne école de commerce qui a toujours suivi un petit peu mon parcours de loin et qui m'a appelée en stress l'année dernière en me disant que leur prof de stratégie digitale était parti en milieu d'année. Donc ça a commencé depuis l'année dernière où en fait en milieu d'année, j'ai repris la classe en mode coucou, bon bah voilà, moi c'est Inès, je vais vous suivre sur la fin d'année. Donc c'est vrai que j'adopte en fait une stratégie un petit peu différente, hein. C'est clair que là, je dis bah ne me vous voyez pas ou ne m'appelez pas madame, j'estime être un petit peu votre grande sœur, je m'appelle Inès, vous pouvez me tutoyer. Et puis au final, je suis hyper contente parce que j'agis un petit peu comme un rôle de grande sœur, vu que je suis passée d'ailleurs dans cette même école exactement de commerce, que je suis passée exactement par les mêmes étapes qu'eux, le mémoire, les oraux et tout ça. Et en fait, je partage du coup beaucoup d'expériences et j'ai la chance d'avoir eu quand même si je suis jeune, certes, beaucoup d'expériences déjà, vu que j'ai commencé en tant que alternante à 21 ans, donc j'ai déjà environ 8-9 ans d'expérience dans la communication, le marketing et le community management. Et bizarrement, je suis au final très écoutée. On me demande énormément de conseils. Je passe beaucoup de temps en dehors des cours à prendre des rendez-vous avec les élèves pour leur donner des conseils. Et tout le monde me remercie parce que voilà, j'agis un petit peu en tant que grande sœur. Et c'est cool, donc ça se passe bien. Et comment tu fais justement pour parce que tu es très positive et tu sembles vraiment sûre de toi, même si tu dis qu'au début c'était un peu difficile parce que tu te sentais pas très légitime, mais justement comment tu as fait pour pallier à ça et comment tu fais finalement pour avoir confiance en toi à toute épreuve et dans tout ce que tu fais? Comme tout le monde, hein, c'est vrai qu'on a évidemment jamais 100% confiance en soi et on va le cacher, hein. J'essaye bien sûr de toujours devenir, on va dire, la meilleure version de moi-même. Après, encore une fois, je vais avoir confiance dans les sujets que je maîtrise, c'est-à-dire que vu que c'est mon métier, ou le community management, le marketing d'influence, j'estime que c'est des sujets que je maîtrise, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas confiance en moi. C'est clair que si tu me fais un oral de maths, là, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais après, en fait, je crois simplement en moi. Je travaille beaucoup mon développement personnel, le yoga, la méditation à côté, avec des pensées positives et bienveillantes envers moi-même tous les jours. Et puis c'est pas parce que j'ai un plus jeune âge par rapport aux profs qui certes ont peut-être 35, 40, 50 ans que je n'y connais rien. Parfois j'y connais même plus que d'autres dans mon domaine bien sûr. Donc en fait, c'est important d'avoir confiance en soi, mais j'ai pas forcément de tips en particulier. J'essaye juste de toujours au moins tenter l'expérience et de ne pas avoir de regrets. Et après, je découvre parfois si des choses sont faites pour moi ou non. Et après, je peux arrêter si je m'en sens pas capable. Mais là, pour l'instant, c'est que des expériences positives. Donc ça ne fait que renforcer entre guillemets la confiance en mon travail surtout. Donc voilà. J'avais aussi envie de savoir, toi. Parce que je sais que tu gères les réseaux donc de la marque de Caroline Receveur. À un moment, je crois que tu as géré aussi les réseaux de la marque d'Hugo Philippe. Comment tu gères aussi donc cette activité avec ton activité donc de prof en école de commerce et également donc ta marque dont on va parler tout à l'heure? En gros, tout simplement, j'estime que je vais toujours privilégier entre guillemets les clients et entre guillemets ce qui me rapporte un salaire et ce qui va me permettre de vivre, on va dire. Donc par exemple, moi, que ce soit mes collaborations Instagram ou mes petits trucs sur mon Instagram personnel, je vais toujours avoir tendance à le faire le week-end ou entre midi et 2 ou le soir parce que pour moi, ce n'est pas la priorité. Pour ma marque Oa Nuit, alors je me dégage 0 € bien sûr, hein, pour l'instant, comme souvent les entrepreneurs. Au début, tout est réinvesti dans l'entreprise. Donc c'est pareil, je vais avoir tendance à aller faire les colis pour les clientes le week-end pour me dégager du temps de travail la semaine et tout ça. Et puis, je vais privilégier en fait les actions qui vont être obligatoires le jour J, comme par exemple réaliser les stories pour mes clients, pour les comptes de community management que je vais gérer, répondre aux messages privés, réaliser les publications, programmer les posts, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi bien sûr les priorités. Et puis après, comment je choisis mes clients, donc j'ai la chance, comme j'ai dit tout à l'heure, que beaucoup viennent à moi naturellement, en fait, de ne pas démarcher, de ne n'avoir d'ailleurs jamais démarché quelqu'un. Et ensuite, je choisis tout simplement en termes d'affinité. Est-ce que c'est un projet qui me plaît? Est-ce que je vais galérer à faire la communication? Est-ce que j'ai plein d'idées naturellement? C'est vrai que j'ai un profil plutôt créatif. Moi, je suis capable de me réveiller à 3 heures du matin parce que j'ai des idées. Donc c'est vrai que naturellement, par exemple, Wondertea, qui est la marque de thé de Caroline Receveur, ça me plaît. C'est Caroline en fait qui est venue à moi pour me démarcher parce que j'avais un profil qui était semblable à la marque, c'est-à-dire inspiration californienne, surf, healthy.
Du coup, naturellement, elle m'a recommandé auprès d'Hugo, son compagnon. La marque Cruel Pancake aussi me parle beaucoup, inspiration californienne, street, hip-hop. J'ai eu l'occasion de faire vraiment des choses très différentes. J'ai travaillé pour Steak and Shake, les réseaux sociaux au niveau de toute la France, pour un restaurant vegan à Montpellier, pour une marque de bijoux, une marque de surf qui s'appelle Longboard. Donc en fait, je vais choisir déjà la variété parce que ça me plaît de pouvoir jamais m'ennuyer dans mon métier. Souvent, on va faire des accompagnements qui peuvent être sur 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Donc en fait, je vais pouvoir régulièrement changer. Ça peut être un jour un restaurant healthy, comme le lendemain une marque de mode, comme après une marque de thé par exemple. Donc ça, j'aime bien. Et après... comment je m'organise au niveau du pro et du perso. J'essaye évidemment, même si je suis à mon compte, de m'infliger quand même un planning, on va dire, et des horaires de travail. C'est-à-dire que quand on va me demander un rendez-vous le samedi, je vais essayer de dire non pour quand même le planifier entre le lundi et le vendredi, entre guillemets, entre 9h et 19h. Pour essayer de me faire un petit peu un planning de travail, de profiter le soir quand même avec mon compagnon et le week-end. Ça, c'est très important. Beaucoup croient que quand on est à son compte, c'est génial. On peut aller faire du sport à 10h. On peut faire des grasses mat jusqu'à 11h du mat. Bon, voilà, si vous pouvez, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, techniquement, à partir de 9h du matin, on peut m'envoyer des emails, on peut m'appeler et exiger que je fasse telle ou telle mission. Donc, le but est de coller un planning de travail qui soit assez... semblable à celui d'un employé parce que je vais travailler au final avec d'autres personnes. Je ne suis pas non plus 100% seule. Je sais que par exemple, imaginons que vous êtes graphiste, vous avez des livrables à donner, vous pouvez tout à fait travailler à minuit et puis l'envoyer au client et il sera validé ou non, etc. Mais moi, en tant que community manager, je travaille dans la communication, donc évidemment, ça se passe à la fois dans la journée, mais aussi bien sûr dans la soirée. Donc c'est vrai que par contre, ce n'est pas un métier qui s'arrête le vendredi à 18h. Donc je dois toujours un petit peu travailler le week-end et le soir, mais j'essaye de m'arrêter quand il est important de s'arrêter. Très bien. Et aujourd'hui, alors tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure, mais tu es très suivi sur les réseaux sociaux, donc j'ai compris vraiment que tu étais à 100% authentique et aligné, et c'est ça qui a marché. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui ont envie aussi de percer sur les réseaux sociaux, qui n'y arrivent pas forcément. Toi, quels sont selon toi, finalement, si tu as un avis là-dessus, les facteurs clés de succès qui ont fait que ça a décollé quand même assez rapidement, je crois, pour toi? Alors rapidement, pas forcément. Quand on voit des petites nénettes de nos jours qui en un an arrivent à avoir 100 000 followers, voilà. C'est vrai que moi je fais quand même partie des anciennes. Comme tout le monde, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2012 quand c'était arrivé en France, où je racontais mes petites histoires, mais c'était vraiment que ma famille et mon cercle d'amis qui me suivaient. Ensuite, j'avais vraiment la communauté de mon blog qui est venue en fait au fur et à mesure sur Instagram, parce que les gens vont quand même un peu moins sur les blogs. Donc après, certes, j'ai toujours voulu rester moi-même. Ensuite, pour recevoir, il faut donner. Ça, c'est valable comme dans la vie. Donc, pourquoi pas passer du temps aussi à traîner de compte en compte, à commenter, à liker, à essayer un petit peu de se créer sa propre communauté, tout simplement, de personnes, montrer qu'on est là aussi pour les autres. Parce que moi, souvent, mes clients, ils viennent me voir en community management en me disant « Ah, mais j'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup de commentaires. » Je dis « Bah ouais, c'est génial, mais combien de temps vous passez à le faire pour aller sur les autres ?»« Ah je sais pas. » Bon voilà. Et puis ensuite, bien sûr, essayer de trouver un axe de différenciation, je dirais, parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont assez semblables sur Internet. Il y a aussi des tendances qui viennent. Ça va être une tendance où on va utiliser à peu près le même filtre ou les mêmes retouches pour retoucher ses photos. On va essayer de faire des photos qui sont un petit peu pareilles, des looks qui vont être un petit peu pareils. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours capitalisé sur mes passions et ce que j'aimais. Ok, j'habite pas à Paris dans un appartement haussmannien, j'ai pas 52 sacs Chanel, je ne m'habille pas que en beige, blanc, noir, comme du coup beaucoup de blogueuses actuellement. Je ne m'intéresse pas que à la mode, mais j'aime un petit peu tout, le voyage, les bonnes adresses, le sport, le surf, la culture bohème californienne. Donc je vais parler un petit peu de tout ça. Je vais retoucher volontairement mes photos avec un filtre très coloré et très chaleureux. Et en fait, ça fonctionne, parce que je vois qu'on me dit merci pour les musiques, t'es une des rares influenceuses à mettre du reggae dans tes stories, alors que pour moi ça me paraît évident. Ok, c'est cool. Ça nous fait plaisir quand tu te montres pas maquillée, ça montre que t'es un peu naturelle. Ok, c'est cool. Donc voilà, tout simplement trouver votre axe de différenciation, faire en sorte que les gens ils viennent sur votre compte mais qu'ils y restent, tout simplement, que ce soit bien sûr joli, harmonieux.
Voilà, des petites choses comme ça, on va dire. Justement, c'est une super transition pour parler de ta marque qui est à ton image. Est-ce que tu peux me raconter finalement l'histoire et autour de ta marque et cette nouvelle envie de sortir une nouvelle fois de ta zone de confort, seule, je crois, en plus? Oui, tout à fait. J'ai créé cette marque seule. Alors, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, vous avez compris que je suis assez impulsive et que quand je décide de faire quelque chose, dans l'heure, je pense que c'est fait. Donc pour l'instant ça m'a plutôt bien réussi de prendre mes décisions sur un petit peu des coups de tête. Donc c'est vrai qu'à l'époque je me souvenais toujours, j'avais de mémoire 27 ans environ ou même 26 et puis je disais à mon chéri oh là là, j'aimerais bien plus tard, pourquoi pas créer une marque, ça serait cool. Au final j'ai toutes les clés en main, je connais des photographes, des mannequins, des stylistes, des marques, voilà. Et puis je lui disais c'est vrai qu'à 30 ans, je sais pas pourquoi, on a toujours le seuil fatidique bien sûr des 30 ans, mais je disais voilà, j'aimerais bien à 30 ans un peu m'éclater au niveau de la créativité parce que ce qui est cool en tant que community manager, c'est que certes, vous êtes à votre compte, vous travaillez vous mettez en place des stratégies digitales créatives, mais c'est souvent bien sûr pour coller à une direction artistique de certains clients, donc vous n'êtes pas non plus 100% libre. Vous allez proposer des idées, mais c'est pas forcément toujours accepté. Et donc au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais quand même envie de faire quelque chose pour moi. Et je prépare mine de rien le après, c'est-à-dire que moi je ne veux pas faire community manager toute ma vie avec beaucoup de pression au niveau des écrans et puis bien sûr un métier qui est très très prenant, qui s'arrête jamais le week-end et les jours fériés et les vacances. Un jour j'ai une envie bien sûr d'être maman, d'avoir une vie plus posée au final. Donc c'est vrai que j'avais envie de préparer le après, que j'avais toutes les clés en main et même si au départ je pensais la créer plus tard la marque, mais je me suis prise à mon propre jeu. Ça a commencé par un tableau Pinterest, par m'amuser à réfléchir au nom et puis hop, en 5 minutes le nom a été déposé sur le site de l'INPI, j'avais acheté les réseaux sociaux, réservé les réseaux sociaux et les noms de domaine. Puis je commençais à lire des interviews d'entrepreneurs, des livres sur l'entrepreneuriat, à me renseigner et en fait ça a été assez vite. Donc l'histoire de Haut à Nuit, en gros, c'est parce que moi, déjà en tant que mannequin, j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de vêtements et je ne trouvais jamais déjà de vêtements pour les grandes. Je fais 1m80. Dans mon style un petit peu bohème, hippie, surf, californien, qui ne coûte pas 14 blindes parce que c'est génial d'avoir des robes à 300 € dans des petites boutiques sur des plages privées, mais on peut pas tous se permettre d'acheter ça. Et puis, alors fatalité, c'est devenu une grande mode, mais j'avais l'envie de ramener le tie and dye en France. En fait, moi, je porte du tie and dye depuis, je pense, 2007-2008. J'ai retrouvé des photos sur mon Instagram quand on descend beaucoup où j'en avais. Et à l'époque, on me demandait déjà, waouh, génial, t'as acheté où tes fringues et tout. C'est vrai que c'était très California style, avec les cheveux longs, avec mes petites robes tie and dye. Et c'est vrai que je me disais, mais il y a quelque chose à faire. C'est vrai qu'à chaque fois que je mets cette combi-shirt, tout le monde me demande où je l'ai acheté et tout. Puis c'est bien avec les réseaux sociaux, j'avais vraiment des retours en direct. Et donc j'ai vraiment travaillé pendant 1 an sur ce fameux tie and dye et puis au final c'est arrivé pile poil au niveau de la tendance, donc il y a environ 2 ans ça a commencé. Je me souviens, j'en ai vu chez Bershka, Zara et tout. J'étais tellement triste et après au fond de moi je me disais ça veut dire que j'avais vraiment vu flairer la tendance et vu que ça allait arriver. Et j'ai continué sur ce filon parce que je me dis là la tendance elle va partir, mais moi c'est quand même quelque chose qui me plaît. Donc c'est une marque autour du tie and dye, mais pas que, il y a d'autres choses, du surf, de l'esprit bohème californien, et le but est de proposer une marque accessible financièrement. Donc voilà. Et je sais pas si ça peut te rassurer ou pas, mais à Dubaï, il y en a plein, mais seulement depuis peut-être 6 mois, quoi. C'est aussi une question que je voulais te poser, qui peut concerner beaucoup de futurs jeunes entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs. Comment tu as financé finalement cette marque? Alors j'ai écrit justement un article sur mon blog, comment trouver des financements. C'est vrai que moi je suis issue d'une famille très très modeste, en toute transparence. C'est-à-dire que c'est moi, depuis que je fais du mannequinat, donc depuis que j'ai 16 ans, qui me paye absolument tout. J'ai dû me payer mon permis de conduire, mes petites voitures, mes vêtements, mon assurance, mon forfait de téléphone. Si je voulais le dernier iPhone, c'était à moi de me le payer. Donc depuis que j'ai 16 ans, je me paye absolument tout. Et je suis très contente de cette éducation et de ces valeurs qu'on m'a inculqué. Donc il ne fallait absolument pas compter bien sûr sur papa ou maman pour financer mon projet. Donc en gros je me suis débrouillée par moi-même en vendant beaucoup de trucs, en économisant beaucoup. J'ai accepté beaucoup de travail en tant qu'hôtesse d'accueil ou dans le mannequinat. Je faisais des guest lists à l'entrée du Palais des Festivals de Cannes. Enfin voilà, on a la chance d'avoir à la base beaucoup d'activités événementielles à Cannes. Donc je mettais vraiment pas mal de côté. J'ai réussi à mettre de côté environ de mémoire 8-10 000 euros. Et je m'achetais vraiment rien pendant des années et tout ça.
Et puis après, j'ai fait plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai fait une campagne de crowdfunding, de financement participatif. Ensuite, j'ai fait un crédit à la banque. Ensuite, je me suis renseignée sur les aides et les organismes de ma région qui pouvaient m'aider à avoir des crédits avec des taux des fois plus intéressants. J'en ai fait un où j'ai dû prétendre en fait à un crédit, ça s'appelle un prêt d'honneur à taux zéro, où vous passez devant un jury, une commission qui va définir si votre projet il est éligible ou pas. Et en fait, une fois par an, ils vont choisir un projet pour lui attribuer un prêt à taux zéro, et donc c'est le mien qui a été élu. Donc voilà, j'ai fait plusieurs crédits en tout, de mémoire. Alors maintenant ça remonte, mais je pense que j'ai dû faire un emprunt de 40-50 000 euros que évidemment je rembourse toujours puisque je me dégage 0 euros. Waouh, justement, tu te dégages 0 €. Je sais pas si c'est lié, mais du coup, tu as fait une vidéo récemment dans laquelle tu expliquais un petit peu ta lassitude. J'ai trouvé ça franchement, hyper osé et hyper bien de ta part. Pourquoi tu as voulu être aussi transparente avec tes clients ? Alors en fait, j'ai toujours été transparente. Quand j'ai décidé de créer ma marque, j'ai tout de suite créé les réseaux sociaux et j'ai pris mon téléphone en commençant à raconter mes aventures. Donc en fait, vu que je suis quelqu'un d'hyper entière, authentique et naturel, je me voyais pas créer ma marque de mon côté et puis dire un jour coucou surprise, ça fait des mois que je travaille dessus, bah voilà, allez suivre le compte. Je trouve qu'on voit ça tous les jours sur internet et je trouve ça hyper dommage parce qu'il y a zéro storytelling, zéro attachement pour la marque. On savait pas si la personne elle avait une passion pour ça, mais d'un coup hop, elle a créé son truc. Moi j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu triste, berné de pas avoir fait partie de l'aventure. Donc en fait depuis 2018, je raconte vraiment comment j'ai créé ma marque, mes rendez-vous chez les banques, tous les refus que je me prenais pour les crédits bancaires, vraiment les hauts, les bas, quand je pleurais, quand je stressais, quand j'étais trop contente, quand je recevais mes cartes de visite. Donc c'est vrai que pour moi c'était vraiment essentiel de raconter en fait mon mood parce que quand vous créez votre entreprise, c'est génial. En fait, ça a tout de suite commencé très très fort. C'est-à-dire qu'avec toute la pré-communication que j'avais faite le jour du lancement, j'avais une frénésie sur mon compte incroyable. Les gens m'envoyaient des photos avec leur carte de crédit. Ils étaient le jour même en train d'acheter. J'ai eu énormément de commandes avec des produits en rupture de stock une minute après. Le site était à deux doigts de bugger, donc c'était formidable. Et après, c'est cool, vous avez un petit enchaînement qui se met. Mais en fait, quand vous créez votre entreprise, genre des fois 6 mois ou 1 an après, vous êtes vite en fait dans la partie logistique, comptabilité, service après-vente, expédition. Voilà, c'est des choses qui sont en fait pas forcément très drôles. Et à la base, vous avez créé votre entreprise ou votre marque de vêtements en l'occurrence pour la partie créativité, univers. Moi, c'est ça, bien sûr, comme tout le monde qui me plaît. Imaginer les shootings photos, imaginer les collections, dessiner les modèles. Évidemment, vu que je fais absolument tout moi-même, c'était ça qui me plaisait et qui m'animait. Et c'est vrai que c'est dur en fait de garder cette flamme parce que quand vous venez à absolument faire que des choses qui vont être redondantes et chiantes, tout simplement. Moi, vu que je m'occupe absolument de tout toute seule, et même si j'ai eu la chance d'avoir des stagiaires qui m'ont aidée, quand vous venez à juste gérer les retours, les remboursements, les demandes d'échange, les plaintes, des fois, et vous en avez des plaintes de clients, la logistique, les colis perdus, la comptabilité, le juridique, voilà, les choses comme ça. En fait, vous faites que de l'opérationnel et vous avez plus non seulement vous avez plus le temps, mais vous avez plus l'envie des fois de créer ou de penser à d'autres modèles et tout ça. Et j'avais envie d'en parler en vidéo, en IGTV sur le compte de ma marque Eau à Nuit parce que je trouvais que c'était naturel et qu'en fait on est beaucoup d'entrepreneurs qui passons par cette phase-là, c'est-à-dire réapprendre aussi à aimer son petit bébé, sa marque, prendre du recul pour essayer en fait de retrouver la créativité perdue, mettre en stand-by pour des fois mieux revenir. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'essaye aussi de pouvoir déléguer maintenant un petit peu à d'autres personnes les missions pour essayer de me dégager du temps sur la créativité. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ouais, c'est vraiment hyper inspirant si ça peut vraiment aider ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, toi justement, quels sont tes projets, donc que ce soit pour ta marque, mais que ce soit finalement pour toutes tes activités? Mon projet pour ma marque, ça va être bien sûr de sortir la collection été 2021 où en fait par contre je me fixe plus de deadline vis-à-vis du Covid et de la situation, c'est toujours particulier pour tout le monde. Bien sûr, moi en tant que petite marque et petite entreprise, j'ai bien sûr pas mal souffert. Donc tant pis si je suis en retard au niveau des délais, si tout le monde va sortir sa collection en avril mais moi non, enfin voilà. Maintenant je me fixe plus vraiment de deadline, ça sortira quand ça sortira et justement avec le plaisir que j'ai de travailler dessus et de retrouver cette créativité.
Donc au niveau de mes projets, ça va être la sortie de la collection été 2021 avec peut-être moins de modèles mais mieux, justement, des choses qui me ressemblent. Aussi, je pars dans des produits plus lifestyle qui sortent un peu que de l'univers mode. Je vais travailler sur un tapis de yoga, j'ai déjà travaillé sur des gourdes recyclables, sur des bracelets, voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis après, au niveau de ma société digitale, rien de bien incroyable. Hein, je n'ai pas vraiment de projet. Je continue à faire mon petit bonhomme de chemin. Super, merci Inès. Avant de passer aux petites questions que je pose toujours en fin d'interview, j'ai envie de savoir si tu aurais des petits exercices, des petits tips à nous conseiller pour être aligné avec soi-même. Je parle pas mal de ça avec mes invités et je parle pas mal aussi d'alignement. Et toi, je trouve que franchement, t'en es la définition même. Tu sembles te connaître franchement à 1000%. Donc, est-ce que, je sais pas, peut-être t'en as pas forcément, hein, mais est-ce que t'as des petits exercices que t'as pu faire pour mettre en place tes projets et pour te connaître? Exercice, oui, pas vraiment. C'est vrai que je vais être honnête, je vais pas me répéter non plus tous les matins dans la glace, t'es génial, c'est trop cool. Enfin voilà, je vais pas mentir pour rien. Mais c'est vrai que après, tout simplement s'écouter, savoir dire non, ça c'est des choses que j'ai vraiment mis en place. Hein. Je suis honnêtement passée aussi à 2 doigts du burn-out. Hein. C'est pour ça que j'ai l'air si posée et si organisée et si sereine aujourd'hui. C'est parce que je sais ce que c'est aussi d'être complètement débordée et tout ça. Donc savoir dire non, savoir poser ses limites, que ce soit à titre personnel comme professionnel, c'est-à-dire enlever des fois des personnes négatives de sa vie, se retirer, ne plus trop donner de nouvelles. Enfin moi voilà, ça m'est arrivé. Hein, des fois il y en a qui vont se permettre de juger, de ne pas comprendre votre activité, votre rythme de vie. C'est pas grave, c'est leur jugement, c'est pas le vôtre. Et puis si ces personnes n'ont pas envie de vous accompagner dans votre chemin de vie, elles ne le sont pas obligées. Donc en fait au fur et à mesure, tout simplement apprendre à dire non, à vous recentrer sur l'essentiel, sur les choses vraiment positives de la vie qui vous font vraiment plaisir. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'ai pas vraiment des exercices. Et aussi c'est vrai que moi je fais pas mal de méditation et de yoga. Et puis bien sûr dans la méditation on va vous apprendre énormément la bienveillance, le fait d'être positif, d'être optimiste. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours été comme ça. Hein. Quand je suis petite on me disait toujours mais Inès tu vis pas dans le monde des bisounours. Et les gens ils disaient t'es pas vraiment réaliste. Et je disais j'en ai rien à faire si je suis pas réaliste. Moi c'est ma réalité. J'ai toujours été optimiste et j'ai toujours vu le côté positif de la chose. Donc je continue là-dedans. Donc je sais pas, c'est pas vraiment des exercices, c'est simplement une façon de penser, je dirais. Trop bien. Et ça doit être agréable aussi, je me dis, pour ton compagnon d'être avec quelqu'un de positif. Moi, je suis pas assez. On va finir par des petites questions. Donc l'idée, c'est vraiment d'y répondre rapidement, sans te prendre la tête. Ta plus grande peur? J'avoue que je sais pas, j'en ai pas vraiment, si ce n'est, je sais pas comment on pourrait dire comme tout le monde, je sais pas, peur de la mort, mais en vrai, j'y pense même pas, donc franchement, je sais pas. À part la santé ou la mort, pour moi, bien sûr, c'est quelque chose qui fait peur pour tout le monde, on va être honnête, mais sinon, j'en ai pas d'autres, quoi. Un échec et une leçon que tu en as retirée? Pour l'instant, je croise les doigts, j'ai pas eu d'échec dans ma vie, c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, je crois pas, pour l'instant, ma société, elle est toujours là, et puis même si un jour je dis n'importe quoi, moi je dis toujours que peut-être ma marque s'arrêtera forcément un jour parce que j'aurai peut-être pas les moyens financièrement de toujours continuer à repayer les prochaines collections avec les ventes que j'ai réalisées, etc. Si un jour ça s'arrête, c'est pas grave, ça sera pas du tout un échec, j'aurai appris plein de choses sur l'entrepreneuriat et sur la façon de créer une marque. Donc en vrai, pour moi, j'ai pas encore eu d'échec, je touche du bois bien sûr, et puis je tire quand même pas mal de leçons de manière générale de chaque étape que je réalise. Donc voilà, c'est toujours essayer de donner vie à ces projets. Et puis tout ce que tu fais dans la vie, moi je pense que dans tous les cas, c'est là pour t'apprendre une leçon. Donc même si c'est quelque chose qui va te sembler négatif, ça veut dire qu'il y a du positif à en tirer. Ça c'est d'ailleurs tatoué sur moi, c'est Serendipity. Ah justement, j'allais te demander tes citations préférées. J'en ai pas énormément. Il y en a une que j'adore, je sais pas si tu connais le film La folle journée de Ferris Bueller. Non, tu connais pas. Alors il faut absolument que tu ailles le regarder. Et en gros, il dit au bout d'un moment, j'adore parce que le principe de ce film, c'est que c'est un étudiant qui va sécher les cours et vivre sa meilleure journée, quoi. Donc justement, quelqu'un qui est très optimiste et tout ça. Et évidemment, il va dire la vie bouge très vite. Si tu ne l'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts.
Et c'est vrai que ça, c'est une phrase que j'aime bien. Je me souviens qu'on avait regardé une interview avec mon mec de Mike Horn qui comptait les jours, qui avait dit, je dis n'importe quoi, on a 33 000 jours sur cette terre, donc faut vraiment pas en louper un. Et c'est totalement notre vision avec mon chéri, qui est du coup aussi positif que moi, hein, tu le disais tout à l'heure. C'est vrai que des fois, nous, même s'il pleut, même s'il fait gris, même si on est dans un bad mood, on se dit on s'en fiche, on n'a qu'une journée là à profiter, donc hop, on va pas se gâcher la journée. Donc voilà, c'est pas vraiment des citations, mais c'est un mood, quoi. C'est d'essayer de profiter de chaque seconde, chaque moment, tout le temps. Trop cool. Tes livres préférés ou le dernier livre que tu as lu et que tu as aimé? Livre préféré, je sais pas trop. J'ai lu évidemment comme tout le monde les 4 accords de Toltec qui était assez incroyable et qui a pas mal changé ma vie. Et je suis en train de chercher là en même temps que je te parle dans mes photos parce que j'ai pris en photo un screenshot le livre d'une copine qui a l'air incroyable. J'ai lu quelques passages avec elle et je vais me l'acheter. Donc c'est de Maude Ankawa, donc Maude M-A-U-D hein, le prénom, et le nom de famille c'est Ankawa, A-N-K-A-O-U-A, et ça s'appelle Respire, et du coup ça a l'air incroyable. J'ai lu plusieurs passages et je pense que je vais me l'acheter. C'est évidemment sur comment profiter du moment présent, de l'instant présent. Voilà. Trop bien. Je vais regarder juste après cette interview. Ton plus grand rêve ou tes plus grands défis qu'il te reste à accomplir? Je sais pas trop. C'est vrai que c'est assez important quand même, je trouve. Quand on est entrepreneur, on a toujours envie de gravir d'autres marches, mais des fois, c'est important d'abord s'arrêter un petit peu et se dire, regarder vers le bas en se disant qu'est-ce qu'on a accompli. Donc, j'ai pas forcément des rêves ou des goals. C'est vrai qu'un jour, peut-être avoir mon propre bureau plutôt que d'avoir mon bureau chez moi, même si j'ai quand même la chance d'avoir une pièce dédiée chez moi qui est mon bureau. Peut-être un jour d'avoir une vraie boutique eau à nuit en propre quelque part, pourquoi pas sur la côte basque ou dans les Landes à Hossegor. Mais bon, c'est pas non plus un goal en soi, genre je sais pas, je ferai jamais tout non plus pour y arriver. Si j'y arrive pas, et puis c'est pas très grave, quoi. Et ma question rituelle du podcast, quelle est ta définition du risque? Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement? Oula, ma définition du risque, c'est de ne pas trop réfléchir entre guillemets souvent aux conséquences, sinon on n'a pas tendance justement à prendre ce risque. C'est vrai que beaucoup de personnes qui veulent devenir entrepreneurs me disent ah ouais mais j'ai peur, mais machin, si je quitte mon CDI, si je gagne moins d'argent, si machin, bah oui mais c'est clair que si tu commences à penser aux conséquences, à ce moment-là tu vas jamais prendre le risque. Donc c'est d'essayer en fait de donner vie à ses projets et à ses rêves. Moi j'estime que quand il y a quelque chose qui nous anime et qu'on va y penser jour et nuit, c'est qu'il faut au moins tenter et prendre le risque de le faire. Et puis si ça échoue, ce n'est pas grave. En vrai, il y a rien de grave dans la vie, on se relève de absolument tout. C'est juste par exemple une entreprise qui va s'arrêter et au pire vous pouvez toujours redevenir un jour salarié ou vous pouvez toujours repartir, j'en sais rien, reprendre les études, changer de pays, refaire un autre truc. Donc voilà, je sais pas si c'est une vraie définition du risque, mais on va dire ne pas trop penser aux conséquences, essayer de penser à tout ce que ça peut nous apporter, donc plutôt aux bénéfices. Et les risques nécessaires pour vivre pleinement, je sais pas, je pense que chacun va juger ce qui est nécessaire pour lui-même, mais en fait les gens peuvent être très heureux en étant entrepreneur, comme en étant salarié, comme en étant célibataire, comme en étant marié. Donc en fait pas vraiment de risque, c'est juste, je sais pas, pour moi il y a rien de nécessaire pour quelqu'un par rapport à une autre. C'est de simplement, tu vois, savoir ce qui est bon pour soi et de s'écouter, et puis quand vous en ressentez le besoin, ça vous aidera justement à vivre pleinement, je pense. Et donc je conclurai en disant pour toi finalement le risque nécessaire pour vivre pleinement, c'est oser être soi en fait, s'écouter, qui a un risque aussi et qui est en général le plus grand des risques. Merci beaucoup Inès en tout cas. De rien, pas de problème. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.